Bonjour à tous et à tous, toujours accompagné de Didier Petitcola de l'OPPBTP. Nous allons parler maintenant de formation, compétences et comportement. La formation et la montée en compétences sont des facteurs clés de la prévention. Quelle est la position de l'OPPBTP sur les qualités d'évaluation des connaissances au sein des entreprises lors de l'embauche de nouveaux opérateurs? Alors, les nouveaux entrants aujourd'hui qui sortent des écoles ont forcément la connaissance, mais souvent c'est une connaissance je dirais, limitée. On ne peut pas en école reproduire l'ensemble des situations de travail. Et il est important justement qu'il y ait un accompagnement et un tuilage des anciens vis-à-vis des nouveaux pour mieux s'approprier gérer ces compétences. Alors, c'est pas simple parce qu'aujourd'hui les métiers de l'équipement électrique et de l'énergie sont des métiers en tension. On a quand même plutôt une croissance de l'activité contrairement à d'autres métiers du BTP, avec aussi une pyramide des âges vieillissante et donc un nombre important de départs en retraite. Donc je dirais l'enjeu des entreprises, c'est de trouver le personnel à embaucher, mais également de le monter en compétences le plus vite possible pour les rendre opérationnels. Donc là, c'est un vrai challenge qui nécessite également de prendre en compte le volet sécurité, prévention dans la transmission. Alors maintenant, les formations proposées et les niveaux d'habilitation sont-ils toujours adaptés? Alors pour répondre à cette question, nous avons réalisé il y a 3 ans de cela maintenant un sondage à toute la profession pour savoir leur niveau de connaissance et de satisfaction par rapport à la réglementation vis-à-vis du risque électrique. Et ce qu'il en ressort, c'est que globalement, tous les employeurs forment et habilitent leur personnel, mais sont parfois en fait un peu déçus des parcours de formation proposés qui sont, pour la plupart trop longs, c'est toujours trop long, une formation quand on est employeur, mais également du fait du manque d'adéquation en fait, des mises en situation pratiques par rapport à l'environnement de l'entreprise, du professionnel dans l'entreprise. C'est d'autant plus vrai pour le recyclage, où ce qu'on demande au recyclage, en fait, c'est davantage un partage de pratiques entre pairs, mais également de pouvoir réaliser une manipulation au plus proche des situations de travail. Et ça, ce n'est pas toujours ce qui est rencontré au niveau des organismes de formation. Donc moi, j'attire l'attention à ces organismes de bien mettre en place des situations représentatives des salariés dans leur environnement de travail, puisqu'on voit bien aujourd'hui, entre un salarié qui travaille sur un tableau bâtiment ou qui travaille sur une installation industrielle, les risques ne sont pas du tout les mêmes. Et si demain, je suis sur une installation, par exemple, frigorifique ou une climatisation, là c'est pareil, j'ai encore d'autres risques. Et plus on est près du terrain, plus la formation est pertinente vis-à-vis du salarié. Et moins on passe de temps, à voir des diapos, et plus on fait de la pratique, mieux on monte en compétences et on garantit ses compétences. Ça veut dire en fait qu'une personnalisation dans les recyclages, une personnalisation par des entreprises serait peut-être plus indiquée? Alors, plus on va vers une individualisation, c'est mieux, mais l'intérêt c'est dans un collectif de personnes qui pratiquent le même métier. Parce que sinon, on a du mal à se comprendre et surtout, les échanges, ne permettent pas de vraiment identifier les risques à la profession. Si je suis un électricien qui travaille par exemple, dans les réseaux électriques ou l'éclairage public, je n'ai pas du tout les mêmes risques que si je travaille sur une installation bâtiment. Donc si dans une même salle, on partage l'expérience, elle n'est pas du tout la même, et surtout les moyens de prévention à mettre en œuvre ne seront pas les mêmes, et l'environnement de travail, donc la partie, notamment pour les recyclages, est beaucoup moins pertinente si on n'arrive pas à rentrer dans le cœur du métier. Et ça, c'est la responsabilité du centre de formation. Bien entendu, mais après échange avec l'employeur. Alors c'est clair que c'est parfois difficile de réunir un certain nombre de professionnels du même métier, mais c'est ce vers quoi il faudrait tendre pour avoir un parcours de formation efficace. La durée, ce n'est pas le seul critère en fait. Il y a vraiment comment je mets en œuvre. Nous, on le voit bien en travaux sous tension, par exemple, on demande de démarrer par un exercice pratique pour observer les écarts et se servir de ces écarts pour pouvoir après améliorer et corriger les mauvais gestes de l'opérateur. D'accord. Quelles sont les problématiques d'aujourd'hui avec le renouvellement des générations? Y a-t-il des défauts de transmission entre les opérateurs expérimentés et les nouveaux entrants? Alors, aujourd'hui, les opérateurs entrants, eux, ont la connaissance puisqu'ils sortent de l'école, mais souvent n'ont pas l'expérience du terrain. Et dans le métier de l'équipement électrique, comme dans plein d'autres métiers,
Il y a la théorie qu'on voit à l'école, avec des cas de figure qui sont en général limités du fait de la dimension des installations et qui ne représentent pas toutes les situations de travail dans l'entreprise. D'où l'importance, je dirais, d'avoir un accompagnement et un tuilage avec des opérateurs expérimentés pour bien prendre en compte toutes les situations de travail et l'enrichissement d'une carrière, parce que là aussi c'est pareil, un opérateur qui a 20, 30, 40 ans d'expérience a appris dans son existence. Alors, quels conseils donner aux entreprises pour maintenir à la fois la compétence de leurs équipes et anticiper l'accompagnement des nouvelles générations? Alors, certaines entreprises mettent en place justement un accompagnement, une sorte de tutorat des anciens par rapport aux nouveaux entrants, voire également la mise en place d'équipes d'experts en fait, qui peuvent aller dans différentes équipes de manière à confronter aussi anciens, nouveaux et d'asseoir les bonnes pratiques, parce que ce n'est pas le tout de les apprendre à l'école, mais il faut aussi être en capacité après de les appliquer sur le terrain. Et puis on a aussi des entreprises aujourd'hui qui créent des plateaux techniques correspondant à leur activité, qui permettent régulièrement de faire venir leurs salariés, de les mettre en situation sur des phases spécifiques rencontrées sur le terrain, de manière à pouvoir un peu les entraîner et leur apprendre les bons gestes métiers. C'est aussi une bonne pratique qu'on peut retrouver et qui se répand de plus en plus dans un certain nombre d'entreprises. Le savoir-être, c'est-à-dire le comportement, est également un facteur de risque. Comment les entreprises abordent le problème? Alors aujourd'hui, c'est vraiment un problème aussi qui a été identifié bien sûr par beaucoup d'entreprises. Et il y a un certain nombre d'éléments de réponse que je vais vous apporter qui ne sont pas exclusifs, mais qui permettent de contribuer, je dirais, à l'amélioration sur le terrain de la prévention. Déjà, certaines entreprises mettent en place ce qu'on appelle le briefing systématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de démarrer une tâche le matin, on va balayer les travaux à réaliser, même si on fait à peu près la même chose tous les jours. Les conditions souvent de réalisation peuvent être parfois différentes. Et l'occasion du briefing, c'est aussi de s'assurer que l'opérateur a bien compris le travail réalisé, de voir avec lui également les phases à risque, quelles sont les phases particulières du chantier. Donc ça, c'est l'intérêt du briefing, et de savoir est-ce que l'opérateur a bien compris. Par exemple, j'accueille un nouvel intérimaire dans mon équipe, est-ce que celui-ci est en compréhension de la tâche à réaliser, ce qu'il va devoir faire avec qui? Ça, c'est un premier élément de réponse. Le second, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le stop. Le stop, c'est quoi? C'est lorsque j'ai un mode opératoire de prévu sur mon chantier, que je ne peux pas le mettre en œuvre, ou je dois faire autrement parce que je n'ai pas les conditions prévues initialement. L'opérateur, lui, il a envie de faire progresser le chantier et de faire le boulot. Il a toujours tendance à dire je vais me débrouiller autrement, je fais. Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est une situation nouvelle, il faut dire stop. J'en réfère à mon supérieur, mon encadrant, et puis je lui pose le problème, et ensemble, on voit ce qu'il faut faire. Et c'est seulement quand on est sûr des mesures, à prendre, qui ne sont pas prévues initialement, que l'on peut continuer le travail. Une autre mesure consiste aussi à ce qu'on appelle la vision partagée. C'est-à-dire que mutuellement, on peut se corriger sur des problèmes, par exemple, de gestes techniques qui ne sont pas faits correctement, ou par exemple, je porte mes équipements de protection individuelle, j'oublie de rabattre ma visière. C'est quelque chose de classique, quand on porte un casque à écran facial. Il est important que le collègue qui est à côté voit la situation, puisse dire « Attention, tu as oublié ta visière ». Auquel cas, je peux facilement corriger sans aucun a priori, que ce soit quelqu'un qui ait plus d'expérience ou pas. On fait tous des erreurs, comme je le disais lors de la précédente intervention. Un élément aussi qui permet de progresser, c'est la remontée des événements sécurité. Ce qu'on appelle dans certaines entreprises des événements à haut potentiel de gravité. Que souvent, quand l'accident arrive, il est trop tard. Il y a des problèmes d'enquête, etc. Il n'y a pas grand-chose qui ressort et c'est difficile de faire parler les gens. Alors que sur un presque accident, on peut aller chercher l'information, en tirer les enseignements, partager avec l'ensemble des collègues et des équipes de manière à s'améliorer. Ça, c'est vraiment aussi un facteur de progrès. Et enfin, certaines entreprises vont également vers des certifications en matière de prévention. Donc, l'intérêt d'avoir un organisme certificateur, on prend l'exemple du MAS parce qu'il est pas mal appliqué dans les métiers du BTP, c'est que ça permet d'avoir après un organisme extérieur qui s'assure que nos procédures sont bien mises en œuvre et vérifiées. Le fait d'avoir un contrôle externe, ça pousse un peu à l'action. Donc voilà un ensemble d'éléments
qui permettent de progresser en matière de prévention. Et vous ne m'avez pas parlé en fait du travailleur isolé, travailleur seul. Alors, travailleur seul et travailleur isolé, c'est deux notions bien différentes dans la réglementation. Aujourd'hui, on entend par travailleur isolé un opérateur qui travaille seul, bien sûr, mais sans aucun intervenant à proximité. C'est-à-dire, je suis au fin fond, par exemple dans une carrière, je suis sur une installation au bout de la carrière, je suis isolé et donc je peux prévenir personne. Donc dans ce cadre-là, la réglementation impose, si je suis sur des phases à risque, d'avoir des dispositifs d'alerte automatique, comme par exemple des DATI, enfin, qui sont des dispositifs qui s'enclenchent, des dispositifs homme-mort aussi on appelle ça, et qui permettent aussi aux référents d'entreprise de pouvoir intervenir assez rapidement. Ça c'est vraiment le contexte du travailleur isolé. Maintenant on a le travailleur seul qui lui peut travailler seul sur sa tâche, mais qui est dans un environnement avec d'autres professionnels à proximité ou d'autres personnes qui peuvent intervenir en cas d'urgence. Et là, dans ce cadre-là, je peux réaliser le travail sans aucune exigence complémentaire. On n'a pas toujours obligation d'être deux, comme on l'entend parfois, ce n'est pas toujours nécessaire. Et puis il y a des tâches qui ne l'exigent pas. Tout dépend du type d'activité. On voit bien même en travaux sous tension, il y a certains types de travaux où là on va nécessiter d'être forcément à deux du fait des tâches à réaliser, et puis d'autres où on accepte, alors bien sûr il faut avoir le bon niveau de compétences associées, de pouvoir faire le travail seul. Ce qui peut se passer en fait sur les compteurs Linky. Oui, par exemple les personnes qui allaient remplacer les compteurs pouvaient très bien travailler seuls. Ils étaient habilités pour être chargés de travaux, mais pouvaient intervenir seuls sur les installations. Merci. Ainsi s'achève le cycle des 3 interviews concernant les généralités sur le risque électrique. Et je tenais à remercier chaleureusement Didier Petitcola, expert de l'OPPBTP, pour sa très large contribution.